Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Les chrétiens du Gabon ont célébré la Toussaint, du simple recueillement, en passant par la messe d'action de grâce pour enseignants disparus jusqu'au nettoyage des cimetières. Tout y était ce 1er novembre, jour précédant la commémoration du repos des âmes des disparus prévue pour ce 2 novembre. Au Libéria, à 6 jours du deuxième tour de la présidentielle, la Cour suprême bloque le processus après avoir été saisie par 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre dernier. La commission électorale sera auditionnée ce jeudi. 100 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, la flamme olympique a foulé le sol sud-coréen ce mercredi devant une foule nombreuse venue l'accueillir. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et commençons par la page Gabon avec en bonne place la célébration de la Toussaint, telle que je vous l'annonçais à l'instant. Tout d'abord, comme dans le reste du monde, l'Église du Gabon a célébré ce 1er novembre les saints, le cas des chrétiens de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Et nous sommes là dans le premier arrondissement de Libreville qui se sont retrouvés pour la commémoration de cette fête, une rencontre qui précède de la célébration même de la messe pour le repos des âmes des disparus prévue pour ce 2 novembre. Le compte-rendu de PJ Pass, Hervé Aubian. Alors que la fête de Toussaint enregistrait un déferlement de plusieurs familles vers les cimetières, d'autres faisaient le choix du culte de recueillement en mémoire des disparus dans les églises. Ici, à l'église Saint-Marie-Grignon de Montfort du Bas-des-Guégués, la fête a vécu dans toute sa dimension spirituelle. Le 1er novembre, l'église tout entière célèbre avec joie la fête de tous les saints du ciel, sans exception. Ceux que nous connaissons déjà dans le calendrier liturgique et toute cette multitude que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas dénombrer. C'est ça la fête de tous les saints. Il ne s'agit pas de confondre avec la commémoration des défunts qui aura lieu demain, le 2 novembre. Des vivants lumineux témoins du Christ et fidèles à l'Évangile ont été célébrés lors de cette messe. Le fait que le 1er novembre soit férié, les gens profitent de ce jour-là parce que c'est férié pour se rendre au cimetière. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est assez clair qu'aujourd'hui c'est la fête de tous les saints et demain c'est la commémoration de tous les défunts. Donc ils vont au cimetière parce que demain ils n'auront pas l'opportunité à cause du travail d'y aller. Mais nous insistons et nous demandons aux gens de créer le temps, même si c'est après le travail, de se rendre au cimetière et faire commémoration de ces frères et de sœurs qui nous ont devancés et que l'Église universelle professe la communion avec ces gens-là. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, quoique la célébration de cette fête n'ait pas la même portée pour une autre catégorie de chrétiens. En rapport avec les activités liées à la fête de Toussaint, notez cette messe d'action de grâce célébrée en hommage aux enseignants disparus. C'était à l'initiative de l'entente syndicale de l'éducation nationale, telle que nous le rapporte Ismaël Obianzé. Hommage aux enseignants disparus, l'entente syndicale de l'éducation nationale n'oublie pas que les acquis d'aujourd'hui procèdent des luttes menées hier par certaines grandes figures du syndicalisme gabonais encore en vie ou désormais dans l'au-delà. C'est le sens qu'ESN veut bien donner à la commande de cette messe d'action de grâce organisée le jour de tous les saints à l'église Sacré-Cœur de Nzayon. Nous avons principalement pensé à la famille Oulamba Boubé pour ceux qui peuvent se remémorer. C'est ce instituteur qui perd toute sa famille l'année scolaire 81-82. Il a affecté à Okonja, il part de France-Ville pour Okonja et au cours de son transport, la voiture qui le transportait fait un accident et il perd toute sa famille. Et ensuite, Madame Martine Olabou, qui est morte en mars 1992, qui, je crois, n'a plus la peine d'être présentée. Donc, et tous les autres enseignants qui ont perdu leur vie. Pour nous, ce sont des saints. Nous avons donc profité de la fête de la Toussaint. L'entente syndicale de l'éducation nationale, c'est une nouvelle vision de l'action syndicale, une autre démarche basée sur la contribution au rayonnement du système éducatif national. Tout syndicat, n'est-ce pas, qui pense à
commémorer ces morts ne peut, n'est-ce pas, qu'évoluer dans la logique de la réconciliation, du dialogue, de la concertation. Nous ne sommes pas un syndicat qui va au front, parce que nous allons au front contre qui? Nous sommes un syndicat qui prône le dialogue, parce qu'en face, ce sont des partenaires, parce qu'en face, ce sont des Gabonais. Et SEN fait sien le combat de ses précurseurs avec une ligne de démarcation claire, revendiquée si nécessaire, mais bien plus que cela, pour poser des pistes de solutions aux difficultés de l'école gabonaise. Et puis les familles chrétiennes de Libreville ont donc vibré ce 1er novembre au rythme de la fête de Toussaint. Nombreux sont ceux qui étaient partagés entre aller au culte de recueillement dans les églises ou nettoyer les tombes des proches dans les cimetières. Le constat de Lardingue Mamba et Ismaël Oubianzi. Des centaines de familles chrétiennes se sont pliées au rituel du nettoyage des tombes de leurs défunts, ce jour dédié à tous les saints. C'est une agitation inhabituelle ici au cimetière de Plein Niger à Libreville qui fait peau neuve avec des travaux de ravalement, de réparation de caveaux si nécessaire et va se parer de plus belles couleurs de fleurs. L'entretien des sépultures a-t-il cependant un lien avec les croyances judéo-chrétiennes? Chacun y va de son interprétation. On va dire un tout petit peu les deux, parce qu'il y a aussi quand même quelque part nos us et coutumes que nous joignons à nos croyances religieuses. Donc il y a derrière tout cela l'envie de commémorer avec tous ceux qui nous ont précédés. Quoi qu'il en soit, les Gabonais ont un rapport particulier avec les morts et la douleur de la séparation de l'être aimé fait de cette visite des lieux un moment chargé d'émotions. C'est le jour où on se remémore le passage de nos parents, nos amis, nos frères sur terre. Il existe dans les Écritures que le 1er novembre, c'est la fête des défunts. Il est célébré dans les églises, dans nos familles aussi, et la grande retrouvaille se fait au cimetière. Selon les évangélistes, les premiers chrétiens célébraient les martyrs morts pour la cause de l'Église. Ils sollicitaient leur intercession et voulaient ressembler à ces héros éveilleurs de conscience. Une note d'économie dans la suite de cette page Gabon, en mission de travail au Gabon depuis près de 14 jours. Le séjour de la délégation du Fonds monétaire international FMI a pris fin ce mercredi dans un hôtel de la capitale. Occasion pour les membres de cette entité financière internationale de faire le point de leurs travaux au ministre gabonais de l'économie Régis Simongo. La délégation du FMI avait pour orientation d'accompagner l'État gabonais à stabiliser sa croissance économique. Les détails dans ce regard de Lardingue Mamba. En séjour au Gabon depuis près de 2 semaines, la mission de la délégation du Fonds monétaire international a atteint son épilogue ce mercredi. Au cours de cette mission de travail, il était question pour les membres de cette institution financière d'accompagner l'État gabonais dans l'évaluation de la situation économique et de l'aider à surmonter la crise liée à la chute du baril du pétrole. Le but de la réunion, c'était d'écouter les conclusions de la première revue du Fonds monétaire international dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière appuyé par l'institution Fonds monétaire international. Il est que le Fonds monétaire a passé 2 semaines dans nos murs afin d'évaluer la situation économique et financière du Gabon dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relance de l'économie qui est appuyé par le Fonds monétaire international. Bien que la croissance économique du Gabon demeure faible, il n'en demeure pas moins que les perspectives intéressantes soient déjà sur la table. Nous avons trouvé une situation économique qui est encore difficile, avec une croissance prévue pour 2017 relativement faible, autour de 0,8%. Mais il faut aussi souligner que le Gabon a été capable d'échapper à une récession. Il nous semble qu'il y a des mesures que le gouvernement est en train de mettre en place pour soutenir l'économie qui commencent à donner quelques résultats. Donc nous sommes en train de constater par exemple qu'il y a de nouveaux piliers de croissance. Il y a des projets surtout sur le manganèse, le agrobusiness, certains projets prioritaires qui sont en train d'aider l'économie à se diversifier. Les mesures structurelles pour augmenter la compétitivité du Gabon sur certains secteurs clés devraient aussi attirer l'investissement étranger. Donc le Gabon aujourd'hui est en train d'attirer un niveau d'investissement étranger direct assez élevé sur certains secteurs où le Gabon a une capacité d'être compétitif au plan international. Donc il faudrait quand même continuer les réformes pour montrer que le Gabon est un pays attractif pour les investisseurs. Mobiliser des recettes hors pétrole et mettre en œuvre des nouvelles réformes structurelles sont là les nouveaux mécanismes pour booster et contourner le malaise économique du Gabon.
À l'initiative du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse, de nombreuses organisations de jeunes leaders et d'anciens présidents de cette organisation se sont réunis lors d'une rencontre pour établir une stratégie d'ensemble en vue de donner une nouvelle orientation au Conseil national de la jeunesse du Gabon. Kenny Ongori, Alexandre Nkogé. Penser à une meilleure organisation, donner au Conseil national de la jeunesse du Gabon une meilleure visibilité, une réflexion importante menée par le nouveau bureau de cette institution chargé d'accompagner la jeunesse. Une rencontre élargie à plusieurs organisations de jeunes pour entrevoir ensemble l'avenir. 7 mois après notre installation en tant que nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse, nous avons fait face à de nombreuses récriminations qui nous accusaient entre autres de ne pas prendre en compte les avis de la majorité de la jeunesse, sinon de ne pas être un bureau suffisamment représentatif. Il était question aujourd'hui donc de rassembler la majorité de ces jeunes leaders-là, de les consulter sur la marche ou la conduite à donner à ce conseil. Cette rencontre du partage a été appréciée par de nombreux participants qui voient en cela une opportunité de donner une netteté aux actions et au bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Je ne peux être que satisfait de la démarche. Les résultats ne peuvent pas être évalués au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'il a été annoncé une série d'autres rencontres. C'est dans cette dynamique-là que nous allons nous inscrire. En ma qualité de jeune leader gabonais, contribuer et parler en termes de propositions par rapport à la situation du CNJ. Il s'agit donc d'élargir les stratégies de communication. Cette rencontre a réuni plusieurs institutions de jeunesse et 2 anciens présidents du Conseil pour participer ensemble à une réflexion élargie qui vise à donner une meilleure visibilité à l'organisation et une implication massive de la jeunesse dans son ensemble. Un conseil consultatif a été mis en place pour prendre en compte les différentes propositions des organismes de jeunesse pour parfaire le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Dans le cadre du Forum mondial de la jeunesse devant se tenir du 4 au 10 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte, une délégation de jeunes entrepreneurs se rend du voyage aux côtés du président Ali Bongo Ondimba. Objectif, aller à la rencontre des experts et de grands chefs d'entreprise du monde entier. Gabriel Ratanga et Bertin Osaga nous en disent plus. Ils sont 4 entrepreneurs, 3 jeunes femmes et un homme avec des expériences diverses mais une seule vision, valoriser l'entrepreneuriat au Gabon. Christelle Makaya, Jessica Mida Alogo, Sandra Maura et Laurent Essonongwa, accompagnés du président du Conseil national de la jeunesse, Stéphane Ondias. Ce sont des jeunes qui ont été choisis au mérite. Ce sont des jeunes qui sont parfois passés par des incubateurs, dont des initiatives qui ont été prises à l'initiative des autorités pour favoriser l'éclosion des talents de notre pays. C'est un grand rendez-vous pour ces entrepreneurs alors que le septennat dédié à la jeunesse bat son plein et que le numéro 1 gabonais impulse des politiques en faveur des jeunes. En effet, il y a plusieurs jeunes qui se disent en fait que c'est des jeunes, il y a déjà une présélection qui est faite, c'est telle personne, c'est X, Y, Z personne qui va partir. Mais comme vous pouvez le voir, peut-être, je n'ai peut-être pas une aussi grande obédience, mais j'ai des activités qui m'ont permis aujourd'hui, notamment mon association, qui me permet aujourd'hui de me distinguer donc de ceux-là et d'avoir l'opportunité effectivement de pouvoir participer à ce type d'événement. La participation de ces entrepreneurs gabonais au Forum mondial de la jeunesse est donc une opportunité que le chef de l'État donne à la jeunesse dans le but d'acquérir de l'expérience afin d'arrimer leur structure aux normes internationales. J'en viens à cette note politique. Avant de tourner la page du Gabon, les irrégularités observées dans le processus électoral lors des conseils provinciaux du Parti démocratique gabonais dans la province de Langounié et de la Nyanga au sud du Gabon les 27 et 28 octobre dernier ont conduit le secrétariat exécutif du parti à prendre plusieurs décisions ce mercredi, dont la suspension des secrétaires provinciaux. Les détails dans ce compte-rendu de Chimène Sandra Senghon et Jospin Bombadianga. Ayant constaté plusieurs anomalies, dont la non-prise en compte de la base dans le processus électoral lors des conseils provinciaux du Parti démocratique gabonais dans les provinces de Langounié et de la Nyanga au sud du Gabon, les 27 et 28 octobre dernier, le porte-parole du PDG, Léon Kekianoué, a annoncé ce dimanche l'annulation des résultats de ces élections. Les élections du Conseil provincial de Langounié seront reprises dans les normes commandant la prise en compte réelle de la base. Cette base qui doit désormais participer au choix des responsables et aux actions multiformes au Parti démocratique gabonais.
La régénération et la revitalisation, thème central du 17e congrès du Parti démocratique gabonais, met en avant la démocratie et la discipline au sein du parti, toutes choses qui n'ont pas été respectées. Selon l'article 154 des statuts, pour ne pas avoir rempli efficacement et diligemment leur mission de sensibilisation et d'explication des instructions du secrétariat exécutif, ainsi que de soutien dans l'objectivité et de la neutralité auprès du bureau du Conseil, les secrétaires provinciaux des provinces de l'Angounié et de la Nyanga sont suspendus de leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre. En revisitant l'histoire oubliée des congrès du Parti démocratique gabonais le 17 octobre dernier, Éric Dodo Bongenza, secrétaire général de ce parti, présentait l'indiscipline comme une gangrène du parti qui devait faire le lit au respect des textes qui doivent commander au quotidien le comportement du militant. Le cas des secrétaires généraux de la Nyanga et de l'Angounié servira d'exemple aux élections à venir au sein du Parti démocratique gabonais. Ouvrons la page Afrique au Mali, soutenue notamment par la France, la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel, formée de soldats de 5 pays de la région, Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad, devrait lancer sa première opération dans les tout prochains jours. Le témoignage ou le récit de Dorothée Afinizo. La force anti-djihadiste G5 Sahel, bientôt opérationnelle, cette unité conjointe composée de soldats du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso, manque encore d'un financement et d'un mandat clair, objet d'une réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU, mais peut déjà compter sur le soutien de la France dans sa lutte contre le terrorisme. Les forces françaises qui sont déployées dans la bande sahélo-saharienne accompagnent au quotidien leurs partenaires africains sur l'ensemble des missions qu'elles conduisent. Donc à la fois des missions de sécurisation de villes, des missions de patrouille, des missions d'escorte de convois pour aller d'une position à une autre à travers le désert. La force vise à combler les lacunes des dispositifs militaires nationaux et multinationaux dans la région du Sahel, au sud du Sahara, devenu ces dernières années un important foyer pour les groupes terroristes, notamment depuis que la Libye a sombré dans le chaos en 2011, que la secte Boko Haram s'est étendue au Nigeria et que des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda se sont emparés du nord du Mali en 2012. Le G5 a calculé le coût du fonctionnement de sa force à 423 millions d'euros pour sa première année, mais certains pays se sont montrés ouverts à une révision à la baisse, notamment la France qui estime que ce budget peut être amené à 250 millions d'euros. Les 5 pays créateurs ayant promis chacun 10 millions d'euros. La force conjointe doit atteindre d'ici mars 2018 sa pleine capacité de 5 000 hommes répartis en 5 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger et 1 pour le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les soldats ne se mélangeront pas, à part pour quelques officiers de liaison. La ville de Sévaré, dans le centre du Mali, a été choisie pour accueillir le centre de commandement général. 2 policiers tunisiens ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement par un extrémiste. L'un d'eux est grièvement blessé, tel que nous le rapporte Loïs Aubian. Un jeune homme salafiste d'une vingtaine d'années a attaqué au couteau 2 policiers ce mercredi devant l'un des accès de l'Assemblée des représentants du peuple. L'un a été touché au front, l'autre au cou et est en soins intensifs. Les collègues sont maintenant à l'hôpital de Rabta. Ils sont en train d'être soignés. L'auteur de l'attaque a été arrêté et le lieu a été bouclé par la police. L'assaillant a avoué, selon les informations préliminaires, avoir adopté la pensée takfiriste, extrémiste, il y a 3 ans et considéré les membres des forces de l'ordre comme des tawagites, selon ses propres termes. Les tuer, selon sa croyance, est une forme de djihad. Nous avons arrêté l'auteur et quand nous l'avons interrogé, il a déclaré que ceux qui portent l'uniforme de police sont des tyrans. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie a fait face à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Le pays est sous état d'urgence depuis le 24 novembre 2015, date à laquelle 12 agents de la garde présidentielle avaient été tués en plein Tunis dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique.
Je vous le disais en titre, la Cour suprême du Libéria a convoqué pour une audience ce jeudi la Commission électorale nationale NEC après avoir été saisie par 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Retrouvons Loïs Aubian. La commission électorale va devoir expliquer devant la haute cour de juridiction pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Bromskin, l'un des candidats battus et soutenu par 2 autres formations, n'est à ses yeux pas fondé. Cette audience fixée au 2 novembre menace de retarder la tenue du second tour, prévu le 7 du mois entre l'ancienne star du foot, Georges Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai. La présidente sortante a appelé à placer l'intérêt du pays par-dessus tout. Encore une fois, nous vous demandons de veiller à ce que le Libéria passe en premier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu le premier tour du processus électoral qui s'est achevé. Et depuis lors, il y a quelques plaintes, quelques contestations sur les résultats des élections. Ce processus est en cours conformément à la primauté du droit. La Cour suprême a ordonné à la commission électorale de suspendre toutes les actions liées au second tour jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas. La communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral, qui doit mener à la première transition depuis des décennies entre Ellen Johnson Sirleaf et son successeur, se déroule en bon ordre et que chacun accepte les résultats. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord, le président équatorien Lenín Moreno a été évincé ce mardi de ses fonctions au sein de son parti Alliance País, AP, ce qui aggrave la crise politique dans le pays. Dans une brève déclaration faite depuis le palais de la présidence, des ministres ont dénoncé cette éviction arbitraire, estimant qu'elle ne reflète pas le sentiment de la base du parti. Marina Boissa nous en dit plus. Lenín Moreno, président de l'Équateur, a été évincé de ses fonctions au sein de son parti, Alliance País, ce mardi. Il perd ses fonctions de président du parti, ce qui aggrave la crise politique dans le pays. Ces déclarations ne sont pas uniquement détachées du sentiment majoritaire dans la base du parti AP, mais elles répondent d'attitudes arbitraires, antidémocratiques, détachées des normes et principes qui gouvernent notre mouvement, notre projet politique, et de toute évidence, nous ne reconnaissons pas des actes tellement arbitraires. Depuis l'arrivée au pouvoir de Lenín Moreno, le 24 mai, le parti AP est déchiré entre ses partisans et ceux de Rafael Correa. L'AP accuse notamment l'actuel chef de l'État de gouverner en mettant en œuvre le programme de l'opposition et de porter atteinte à l'unité du pays. Le président, l'ancien président Rafael Correa, il a dit qu'il allait venir et il a tout à fait le droit. Nous espérons que les mécanismes au sein du mouvement seront renforcés pour permettre la tenue d'un large débat. Au pouvoir depuis 2007, l'AP a nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères Ricardo Patiño, une des figures du parti, à la place de Lenín Moreno. Une décision pas très appréciée par des ministres. Ces derniers ont dénoncé cette éviction arbitraire, estimant qu'elle ne reflète pas le sentiment de la base du parti. Et puis, sport, et nous parlons de la flamme olympique qui est arrivée en Corée du Sud ce mercredi, et ce, à 100 jours seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, sur fond de vente de billets très timides et de menaces nord-coréennes. Marina Boissa s'en fait l'écho. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, la flamme olympique est arrivée dans le pays ce mercredi. La médaille d'or sud-coréenne du patinage artistique, Kim Yuna, et le ministre sud-coréen des Sports ont transporté la flamme qui brûlait à l'intérieur d'une lampe de sécurité à l'aéroport d'Incheon à leur descente d'un avion sud-coréen en provenance de Grèce. La flamme olympique est arrivée aujourd'hui et partira d'Incheon, passera par l'île de Jeju et sera portée par 7500 relayeurs, symbole de la paix dans la péninsule. Cela continuera pendant 101 jours sur 2018 km.
La signification du nom Pyeongchang est l'addition de paix et de prospérité. La flamme brûlera pendant les Jeux olympiques et paralympiques comme un symbole d'espoir pour la paix et la prospérité en Corée du Sud et dans le monde. Les Jeux olympiques qui auront lieu du 9 au 25 février 2018 suscitent pour le moment peu d'engouement en termes d'achat de billets sur fond de menace de la Corée du Nord, pays disposant de l'arme nucléaire et situé à seulement 80 km de Pyeongchang, la ville qui accueille les Jeux olympiques, de l'autre côté de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne. 7500 personnes ont été sélectionnées pour porter la flamme olympique sur un parcours de 2018 km à travers la Corée du Sud. Il débutera avec la patineuse artistique Yu Young, 13 ans, qui ne participera pas aux Jeux, compte tenu de son jeune âge. Quelques 1,18 million de billets sont en vente pour les 2 semaines de compétition, avec seulement 180 000 vendus à l'international jusqu'ici. Les Sud-Coréens, eux, en ont acheté un peu plus de 160 000 pour le moment. Le rappel des titres à présent. Vous l'avez vu dans ce journal, les chrétiens du Gabon célébraient la Toussaint du simple recueillement en passant par la messe d'action de grâce pour enseignants disparus jusqu'au nettoyage des cimetières. Tout y était ce 1er novembre, jour précédant la commémoration du repos des âmes des disparus prévue pour ce 2 novembre. Nous étions au Libéria où, à 6 jours du 2e tour de la présidentielle, la Cour suprême bloque le processus après avoir été saisie par 3 partis politiques contestant les résultats du 1er tour de la présidentielle du 10 octobre dernier. La commission électorale sera auditionnée ce jeudi. Et puis vous l'avez vu à l'instant, 100 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, la flamme olympique a foulé le sol sud-coréen ce mercredi devant une foule venue nombreuse l'accueillir. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. À 22h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver ce jeudi dès 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.